Go. Bon après-midi à tous. Je reviens encore avec vous. Je vous informe déjà en passant que je ferai beaucoup plus de ces genres d'exercices où nous allons communier avec l'opinion. Et très souvent. Je viens aujourd'hui pour vous démontrer qu'au sein de l'opposition politique, ici chez nous en République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus la manipulation pour atteindre des objectifs inavoués. Lesquels objectifs? Je vous prendrai d'abord le cas de l'IDR qui en soi se révèle être beaucoup plus actif. Je vous prends le premier cas, c'est celui de Matata Mponyo. Matata Mponyo dans sa supercherie, il nous a d'ailleurs ficelé un mensonge, lequel mensonge qui s'est révélé être un mensonge raté, parce qu'on décèle de vite fait des irrégularités. Je vous prends le premier cas. Matata Mponyo dit on a tiré sur son véhicule. Curieusement, les douilles sont tombées dans le véhicule. Premier élément. Deuxième élément, Matata Mponyo dit que son frère a été tabassé, il semblerait par 25 personnes. Et lorsqu'on te tabasse par 25 personnes, vous ne vous étalez pas sur un canapé, non, pas du tout. Vous êtes à l'agonie et dans un hôpital. Mais curieusement, son frère, tabassé par 25 personnes, il était étalé, allongé sur un canapé. Deuxième élément, aujourd'hui Matata Mponyo dit, la presse relaye tel quel pour dire que le président du Sénat, avec le procureur près la Cour constitutionnelle, serait en train de comploter pour lever les immunités de Matata Mponyo. La question est celle de savoir comment peut-on lever les immunités qui en réalité n'existent plus. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? En vertu du principe de parallélisme de forme et de procédure, en droit administratif bien sûr, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait initié une action contre M. Matata Mponyo. Et cette action en justice avait conduit le président du Sénat à lever les immunités de M. Matata. Et depuis lors, l'affaire restant pendant, donc on ne peut pas prétendre recourir encore à la Cour constitutionnelle ou recourir, la Cour constitutionnelle et recourir, le parquet près la Cour constitutionnelle et recourir au Sénat pour solliciter pour une deuxième fois la levée des immunités qui n'existent plus. C'est-à-dire que je l'ai toujours dit, je continuerai toujours à le dire, les loboé, ceux qui Matata Ibinguba, Baokangaye, on n'a pas besoin des immunités, il n'en a plus. Donc c'est-à-dire que prétexte, il y a que non, le président du Sénat serait en train de comploter pour éventuellement lever les immunités à Matata n'existe pas. Pourquoi? Parce que Matata Aza Mutakala sans protection. Et donc, cette fausseté n'a pas sa raison d'être. Et donc, ça serait une supercherie pour manipuler encore l'opinion, pour manipuler la population en prétextant qu'il y a acharnement. Et donc, à ce jour, dossier à Matata est encore en cours d'instance. Tout le monde a qui? Cour constitutionnelle à lobby, Cour de cassation à lobby. Et aussi, il ne faut pas oublier, pour que Baïminité et Matata et Zonga, on n'a pas besoin d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Je le dis et redis, en vertu du principe de parallélisme de forme et de procédure, il faut que le procureur Mukolo, procureur près la Cour constitutionnelle, estime et écrit au président du Sénat pour lui dire « Monsieur le président du Sénat, j'estime être suffisamment éclairé, suffisamment instruit. Le dossier, il s'avère que les charges portées contre M. Matata sont abandonnées. » Et à ce moment-là, le président du Sénat, le président Modeste Bahati, convoque une plénière où on prend acte et en informe ses pairs. Et donc aujourd'hui, prétendre que le président du Sénat serait en train de monter une supercherie, c'est de la manipulation et un mensonge éhonté venant du camp Matata Mponyo. Deuxième cas, je vous prends le cas, et aussi, avant d'y arriver au deuxième cas, tout en réfléchissant, je voudrais ici que nous nous mettions d'accord sur un fait. Matata Mponyo sait que les poursuites contre lui ne pourraient être abandonnées que par un dialogue. C'est
C'est comme ça qu'ils sont habitués. C'est-à-dire que vous se retrouvez dans un dialogue. Au cours de ces dialogues-là, lui, là, ses besoins. Il dit, bah, écoute, pour parler de la décrispation, parce qu'on est en train d'opprimer l'opposition politique, on est en train de persécuter l'opposition politique, il y a un acharnement ici, il faut décrisper. Et pour ce faire, il sollicite l'abandon des poursuites contre lui. Et donc, tous ensemble, ils veulent à ce que nous allions au dialogue. Je prends un autre élément. Un autre cas pratique, c'est celui de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, on nous a appris, on nous a laissé entendre qu'il venait sur Kinshasa pour longtemps. Et curieusement, Moïse Katumbi était venu à Kinshasa avec un objectif précis. Et quel objectif? Faire en sorte que l'analyse de la loi des pères et des mères initié ou du projet de loi initié par Noël Tiani porté par Ntingi Pouloulou ne passe pas. Deux hypothèses. La première hypothèse, on approche les sénateurs et députés, on les achète et cette loi ne passe pas. Mais la détermination peut faire en sorte que lorsque nous allons au dialogue, Moïse Katumbi dit, écoutez, cette loi doit tomber. Si elle tombe, donc j'ai la possibilité de devenir candidat président de la République. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'il s'est dit candidat, vous devez retenir une chose. Il ne le dit pas parce qu'il estime ou qu'il pense avoir un peu de chance pour gagner aux élections. Il le dit tout simplement parce qu'il sait que ça ne passera pas, il ne gagnera pas. En réalité, je voudrais vous dire une chose. Qu'aucun des candidats n'est convaincu de pouvoir battre Tshisekedi. C'est impossible. C'est quasi impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que Tshisekedi n'a pas un bilan positif. Parce que Tshisekedi n'a pas un bilan élogé, mais il a un bilan plus que positif. Parce que lorsque vous évaluez ce qui est accompli par le président Tshisekedi jusqu'ici, c'est plus que tous les chefs d'État que nous avons connus dans ces pays. Ok? Deuxièmement, les sachant ainsi, il joue à une stratégie. Laquelle stratégie consisterait à déposer sa candidature, et dès que sa candidature est acceptée, c'est un acquis. C'est-à-dire que vous ne reviendrez pas lui opposer. Le fait est que M. Katumbi ne soit pas congolais. Il vous dira, mais j'ai déposé ma candidature en 2023 et qu'en 2028, s'il s'est présenté, il dit, vous ne pouvez pas refuser parce qu'il y a déjà un précédent. Vous l'aviez déjà accepté. Voilà la démarche entreprise par M. Katumbi. Et donc, dans cette même volée, il pouvait se retrouver au dialogue. Et au cours de ces dialogues-là, M. Katumbi se permettrait éventuellement d'exiger pour sa part que l'on puisse abandonner ces projets de loi des pères et des mères. Troisième personnalité, je prends ici, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila le sait, toute sa bande le savent aussi. Ils se disent qu'on est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Et ce que l'on renouvelle ici, ce n'est pas le mandat, mais on renouvelle la durée du mandat. Je ne vais pas aller dans ces détails-là. Je vous retiendrai avec moi qu'il est président, plutôt il est ancien président ou sénateur à vie. Ce qui voudrait dire, pour qu'il puisse revenir en tant que candidat président de la République, l'issue c'est un dialogue. C'est au dialogue, il dira, nous abandonnons cette option-là pour que moi je revienne en tant que candidat président de la République. Et donc, c'est ainsi qu'ils sont tous ensemble en train de monter la pression pour que la pression soit exercée, que nous allions au dialogue. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque nous sommes au dialogue, mais lorsqu'ils vous disent que nous pouvons régler certaines questions en 3 jours, en 2 jours, ça c'est faux. On le sait tous, nous savons tous comment les Congolais fonctionnent. Nous savons tous comment les politiques congolais réfléchissent. C'est-à-dire que 2 jours, vous avez 16 mois, et vous avez 5 mois, et vous avez 8 mois. C'est-à-dire que nous allons glisser. Lorsque nous glissons maintenant, nous avons les résolutions du dialogue. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, bon, Tshisekedi, la résolution est en non, nous devons nous partager maintenant les gâteaux. C'est-à-dire que nous nous retrouvons là-bas. C'est ainsi que Martin Fayoulou intervient. Il n'a plus l'argent. Ou il n'en a pas, si vous voulez bien dire. Pourquoi il n'en a pas? Hier, si Martin Fayoulou a été le candidat dont il a vu l'argent, il avait l'argent pour la campagne, mais c'était grâce à Moïse Katumbi, avec son réseau,
c'est comme ça qu'ils sont arrivés à l'aboutissement du financement. Malgré ce qu'il y a eu comme conflit, nous n'avons pas reçu l'argent de Moïse Katumbi, nous n'avons pas reçu l'argent de ceci, mais ces réseaux-là ont permis à ce que l'argent soit disponible pour la campagne. Mais cependant, il se pose un problème. Pour qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou aligne ses gares, il a besoin d'argent. Et l'issue pour se faire de l'argent, c'est le dialogue. Et à l'issue du dialogue, si pas lui, mais ces gars auront des postes ministériels, ça les permettra de pouvoir se faire de l'argent. Et quand on se fait de l'argent, ben, la conséquence est normale. C'est-à-dire qu'on peut battre campagne avec ça. Et je prends le dernier, bien sûr, Joseph Kabila, je l'ai dit. Joseph Kabila, je l'avais dit, je le redis encore ici. Joseph Kabila, il veut accéder. C'est ainsi que toutes ces tentatives que vous avez vues et que les choses aboutissent de cette manière-là. Et donc, je vous dirais tout simplement qu'à ce jour, nous devons retenir une chose, que ces gens ne voient pas vos intérêts, ne voient pas l'intérêt général. Ce sont leurs intérêts personnels, individuels, leurs intérêts, eux et avec leur famille. Et donc, vous conviendrez avec moi qu'il ne faille pas suivre ces gens-là parce qu'ils sont dans la manipulation, j'ai dit. Honorance parmi nous du vice-premier sécurité affaires coutumières, je lui accorde directement la parole. Honorables sénateurs, représentants légitimes de nos provinces, votre Chambre au processus électoral en cours, tel que repris dans les projets de loi sous examen, total des sièges attribués, c'est-à-dire qui a rencontré sûrement vos préoccupations. Par rapport à la situation de Rutshuru et de Massissi notamment. Mais je ne pose pas de cartes d'électeurs. Quelles sont les dispositions qui ont été prises, pas précises, qu'on nous dise comment les électeurs, des hommes que je sois apaisé là-dessus. C'est pertinent. Pourquoi nous sommes là et comment ils vont se comporter. Mais ma question c'était au niveau de la mauvaise interprétation. L'exemple par exemple d'un siège, que si c'est une femme, on ne peut pas condamner la mauvaise interprétation si elle est mauvaise, sinon dire... Qui avait été faite concernant le territoire. Oui, je voulais dire ceci, montrer cette préoccupation. Je vous invite au micro. Il y a eu plusieurs questions qui se sont regroupées en 4. Il y en avait qui étaient relatives aux modalités de répartition des sièges, d'autres en rapport avec la sécurité. Bon, de manière globale, j'ai donné des réponses aux préoccupations des honorables sénateurs qui se sont montrés satisfaits et ça me satisfait aussi. C'est la responsabilité des honorables sénateurs d'examiner tout projet de loi que le gouvernement dépose sur leur table. Nous avons fait notre part, les restes, ce sont à eux de les faire. Ici, je tiens à souligner que la présentation de ces projets de loi sur la répartition des sièges est la dernière étape qui nous conduit tout droit vers des élections. Et je pense que l'ensemble de nos compatriotes qui désirent se faire voter n'ont qu'à mettre leur batterie en marche pour ratisser large et gagner la confiance de notre peuple. Parce qu'il n'y aura pas même un seul jour de glissement. Merci. 3 provinces sous l'insécurité, monsieur le ministre. Un mot, comment ça va se faire? 3 provinces sous... Il y a 3 territoires qui sont en proie à l'insécurité. Il s'agit de Massissi, Rutshuru et Kwamouth. À Kwamouth, je m'y suis rendu tout dernièrement. Il y a aujourd'hui la paix qui y règne. La CENI va bientôt procéder à l'enrôlement.
Et au-delà même de l'enrôlement, il faut retenir le fait que les 2 sièges de Kwamouth ont été retenus. Quel que soit le nombre de personnes qui vont s'enrôler, ils ont droit aux 2 sièges leur attribués d'office par solidarité, puisqu'on ne peut pas exclure une partie de nos compatriotes. Donc ces 2 sièges ont été attribués sur base du nombre de sièges de 2018. Il en est de même pour Rutshuru et Masisi, où chaque territoire a 7 sièges. Progressivement, aussi longtemps que les conditions de sécurité vont se rétablir, il y aura l'enrôlement des électeurs qui vont devoir voter leurs élus d'ici décembre 2023. Oui, moi c'est l'évêque principal Joël Amourani, le président provincial de la plateforme des confesseurs religieuses du Nord Kivu. Bon, en tant que confesseurs religieuses, nous avons très bien été reçus par son Excellence. Et notre désirata tournait autour de la paix parce que ce que nous recherchons en tant que confesseurs religieuses, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment était positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail. Et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. Vraiment, lorsque nous avons appris qu'il venait à Goma, nous avions directement l'espoir avant qu'il n'arrive, parce que nous savons que c'est un homme qui a les soucis non seulement du développement, mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ce matin par Monsieur le vice-premier ministre et nous avons abordé des sujets d'ordre bilatéral, notamment une rencontre du comité de défense et de sécurité qui est prévue à partir du 1er juin à Ngabé. Ngabé, c'est une localité du Congo à l'intérieur du pays. Monsieur le Premier ministre nous a rassurés de sa participation à cette rencontre et donc nous nous empressons pour informer les autorités de notre pays. À quoi l'opinion devrait s'attendre? Vous savez que nous sommes des peuples frères, nous partageons une longue frontière, il y a beaucoup de questions à examiner. Chaque fois pour faire le point, des questions de sécurité entre les deux pays, mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés elle est complexe parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kwamouth pour que chacun reparte dans son pays. Donc je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Est-ce qu'aujourd'hui, le Haut Commissariat des réfugiés peut considérer que la situation à Kwamouth est devenue normale pour que chacun retrouve chez lui? Ça, c'est une autre question. Mais est-il que ces problèmes seront examinés par les deux ministres en Ngabé? Le ciel est totalement bleu.
Moi, j'étais à Oyo dernièrement, où j'ai accompagné le président Tshisekedi, qui va souvent rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Mais c'est la preuve que tout baigne dans l'huile entre les deux. Bon retour, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous avez représenté le pays à la conférence ministérielle en Ouganda. Devions-nous comprendre que vous avez dit aux pays hôtes, aux autorités du pays hôte, que ce sont eux qui sont parfois à la base de ces déplacements? J'ai indiqué le Rwanda comme la cause principale des déplacements de nos populations, tant en interne qu'en externe. C'est le Rwanda qui entretient des groupes armés avec son armée sur notre sol. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre, c'est le Rwanda qui contraint nos compatriotes à aller se réfugier, d'autres à se disperser à travers le pays. Il faut qu'on mette fin à la violence puisque la violence ne conduit à rien. La violence détruit, la violence ne permet pas le développement de nos pays. M. Kagame a développé ses cultes, croyant peut-être qu'il sera primé, mais la violence a toujours un commencement et une fin, et souvent la fin est tragique. Nous avons sensibilisé pour notre part la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous pensons qu'ils ont compris les messages venant de la République démocratique du Congo, mais entre-temps, nous devons nous organiser comme une nation pour faire face à tous ceux qui nous veulent du mal. Alors, j'étais venu donc présenter mes civilités au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, chez Jean-Pierre Bemba, avec qui je me suis déjà entretenu au niveau, lors de la dernière réunion et la visite de M. Lacroix, et voir avec lui le suivi d'un certain nombre de dossiers qui nous lie, donc le dossier de coopération entre le ministère de la Défense et la MONUSCO, et notamment dans le cadre de la transition de la MONUSCO. L'un des dossiers évidemment les plus importants, c'est voir comment nous allons articuler, mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale, pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance, si vous voulez, des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre par rapport à ce dossier. Et donc, comme vous le savez, la MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour voir comment graduellement, en tout cas, l'autorité de l'État, surtout au niveau sécuritaire, peut être restaurée dans cette partie de la RDC, que sont donc les 3 provinces de l'Est de la RDC. Je suis au courant du rapport, mais vous savez, dans la structure des Nations Unies, le Conseil de sécurité est un organe, le secrétariat est un organe. Donc ce rapport, c'est le rapport des experts
mandaté par le Conseil de sécurité. Et comme vous, je l'ai lu, on a pris connaissance de ce rapport, mais c'est au Conseil de sécurité de décider de la suite. Mais je crois que l'essentiel de notre conversation cela a été les problèmes de sécurité au Nord Kivu, et nous avons voulu donc informer le vice-premier ministre Bemba des efforts que fait le parc des Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord Kivu. Nous sommes donc un acteur important sur le plan de la préservation de la nature au Nord Kivu, et nous sommes aussi un acteur important du développement économique au Nord Kivu. Donc en tant qu'administrateur du parc de la Garamba et de la Virunga, je voulais donc informer le ministre de ce que nous faisions, tant au niveau Virunga qu'au niveau du parc de la Garamba, au point de vue de la sécurité des populations et du développement économique des populations. Mais nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques des Maïmaï essentiellement pour le moment. Et donc nous devons sans cesse repousser des attaques violentes contre le personnel du parc des Virunga. Nous avons déjà perdu 15 gardes cette année. La situation au nord où elle est dans le parc de la Garamba est pacifiée, donc là nous n'avons pas de problème de milices locales, mais au parc des Virunga, la présence des milices locales, indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes. Je profite ici pour remercier Son Excellence Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a confié la mission de mettre en place la couverture santé universelle.
Mais cela veut dire tout simplement que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, sans pour autant qu'il y ait des barrières financières. Mais si vous avez la maladie la plus répandue qui n'accède pas aux soins de santé de qualité, sans barrière financière, alors on n'aura pas atteint l'objectif de la couverture santé universelle. Et je peux vous assurer que pour la couverture santé universelle, je me battrai aussi pour la drépanocytose. Pour la loi, je vous ai dit qu'il faut absolument on intègre des éléments essentiels comme la recherche et la formation. Pour la prise en charge en général, il faut qu'elle soit intégrée dans le système de santé. Il faut que ce soit par la couverture santé universelle. Il faut qu'au niveau des centres de santé, tout médecin soit capable de diagnostiquer la drépanocytose. Et le plus tôt, c'est-à-dire à la naissance, serait le mieux. Je suis ravi parce qu'au début on était venu dans le cadre de la communauté et maintenant nous venons d'être là dans le cadre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et je crois que je suis fier d'être aujourd'hui ici parce que c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa a démontré de quoi nous ne sommes pas seulement les élus d'une commune mais plutôt ils ont démontré de quoi ils voulaient accompagner la commune de Maluku parce que la commune de Maluku fait partie de la ville de Kinshasa et nous remercions très sincèrement son excellence pour tout ce qu'il nous a raconté ici et les promesses qu'il nous a tenues. Je crois que nous ne manquerons pas de sensibiliser notre population pour qu'ils arrivent déjà à avoir l'assurance et la garantie. Et que le déplacement des élus que nous sommes venus aujourd'hui par l'entrevue de notre président Paul Kadima, les Kinois savent bien que lui il est très déterminé. Il ne donne pas l'accès pour que quelqu'un vienne faire n'importe quoi. Je crois qu'avec l'assurance que le VPM nous a donnée, nous ne manquerons pas de communiquer à notre population, de rester calme et de comprendre que dans les heures qui suivent, il y aura la paix telle que le chef a promis. Oui, très satisfait pour sa disponibilité. Comme vous le savez, il a la foultitude des dossiers sur sa table, mais il a accepté de nous consacrer ses temps. Et si nous étions venus, c'est tout simplement parce que nous sommes souciés des soucis de la population quinoise. Les nouvelles qui nous viennent des Maluku ne sont pas bonnes. Les gens meurent régulièrement. Il y a des enlèvements récurrents au niveau de la ville de Kinshasa. Et comme vous le savez, donc, sur le fondement de l'article 200 suivant de la Constitution, la gestion de la police et de l'armée relève essentiellement du gouvernement central. Et nous sommes là à double titre parce que c'est lui, la compétence est dans l'attribution, c'est le VPM intérieur qui nous prend tous en charge sur le plan sécuritaire. Et le deuxième titre, c'est qu'il est l'émanation de notre Assemblée. Et il sait mieux nous écouter que quiconque. Nous sommes satisfaits et ayant travaillé ensemble, n'oubliez pas que c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a été le détonateur de la lutte contre la fraude, la vraie lutte. Et nous croyons que tout ce qu'il a promis va se réaliser et que la population va retrouver la quiétude. Étant donné que nous sommes les élus de cette ville, chacun de nous a pris également l'engagement de sensibiliser la population pour que nous puissions avoir une ville calme. Mais c'est une famille retrouvée. Ça, c'est le premier sentiment qui m'a animé. De revoir mes collègues, mes amis, mes frères et sœurs venir dans mon bureau. Tout de suite, ils m'ont posé les problèmes de l'insécurité qui règne à Kinshasa.
Ils m'ont fait des suggestions, des propositions pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce phénomène, spécialement ce qui se passe au plateau des Batéké et dans une partie du Congo à Komout, qui prend des proportions inquiétantes à travers la ville. J'ai beaucoup aimé leur contribution. En tant que des leaders de la ville de Kinshasa, j'ai sollicité leur implication pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce phénomène qui fait mal à nous tous. Merci. En fait, il s'agissait d'une visite de courtoisie. C'est la toute première rencontre. Mais c'était aussi une opportunité de parler par rapport au soutien américain pour la police congolaise en forme de formation, équipement et aussi moyens roulants, bâtiments. Donc, nous avons mis l'accent sur cette assistance parce que nous savons que le rôle que la police jouait est vraiment essentiel pour assurer la sécurité au quotidien pour les populations et pour aussi avoir la présence de l'État partout dans le territoire. Donc, je lui ai rassuré de la continuation de cette assistance, de notre volonté de collaborer avec lui. On a parlé aussi des élections, on a parlé de l'importance de la sécurité pour que les campagnes puissent se dérouler sans problème, pour que les gens puissent avoir l'opportunité de manifester, d'exprimer leurs opinions et le rôle que la police joue pour assurer les manifestations pacifiques qui permet à toutes les parties prenantes d'avoir de s'exprimer comme il faut dans une époque des élections. Je pense qu'il était tout à fait d'accord par rapport à l'importance d'avoir une police qui est bien formée et aussi prête à assumer ses responsabilités par rapport à ce rôle un peu sensible en avance des élections, d'avoir les polices qui sait vraiment assurer la sécurité de la population, mais aussi assurer la liberté d'expression. Merci. De l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et président de la région ministérielle de la Seine. Il sera fait état de la présentation du rapport de l'activité de séjour. Après l'adoption de l'ordre du jour, il fera fait de l'acquisition d'armes et matériel militaire par la rédaction officielle, du rapport confidentiel de la secrétaire permanent prendra la parole pour expliquer que chacun apportera ses avis par rapport au rapport et nous passerons. L'intérieur, présentation du rapport. Nous allons commencer par il sera fait état des contraintes réalisées du cap. Monsieur Bofaka Bakambo John César, directeur des opérations à la Commission nationale de contrôle des armes légères, des petits calibres et de réduction de la violence armée. Aujourd'hui, c'était la journée solennelle où le gouvernement congolais a répondu aux exigences du Conseil de sécurité relatif à la résolution 2667 qui a été prise en 2022, le 20 décembre, sur la levée entre guillemets de l'embargo, c'est-à-dire les mesures de restriction par rapport à l'acquisition de matériel militaire. Il a été demandé au gouvernement de la RDC de produire un rapport. Tel a été le travail fait par les experts sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce travail aujourd'hui a été présenté au gouvernement de la République pour sa validation.
Je tiens d'abord à remercier le vice-premier ministre d'avoir accepté de nous recevoir. Nous sommes venus sur son invitation. Et donc, en tant que patron du ministère de l'Intérieur, je pense qu'il a été soucieux de savoir exactement qu'en était-il de la situation politique au niveau de la province du Congo central. Donc je peux vous confirmer que à ce stade, nous sommes toujours très engagés dans le maintien de la cohésion provinciale qui est le gage du développement de la province et nous cesserons de le dire. Bien évidemment, la démocratie a ses règles et autant qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, la session actuelle est dédiée au contrôle parlementaire et que, bien évidemment, le contrôle parlementaire voudrait que par redevabilité, les membres de l'exécutif, lorsqu'ils sont invités selon les règles de l'art, selon les règles constitutionnelles et le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, se livrent à cet exercice démocratique. Et donc c'est un bel exercice qui consolide notre jeune démocratie en République démocratique du Congo. Ce soir, c'était juste l'occasion de confirmer que tout va pour le mieux, en tout cas, et que nous confirmons cette cohésion provinciale. Si j'ai un commentaire à dire, c'est d'apaiser les esprits, d'appeler toute la population au calme. Parler de ciel bleu, généralement au Congo c'est un ciel gris, mais un gris qui ramène beaucoup de soleil. Non, le problème, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a souhaité nous voir par rapport à tout ce qui s'est dit entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Bon, avec actuellement les réseaux sociaux qui disent des choses des fois qui ne sont pas vraies, alors en tant que quelqu'un qui veut la paix, il a souhaité tout d'abord nous écouter pour que nous sachions aussi sa vision. Parce que quand quelqu'un vous appelle pour la paix, c'est ce qu'il veut vous écouter. Mais finalement, il a compris que lui-même étant un ancien parlementaire, il y a des us et coutumes à respecter. Donc il n'y a pas quelque chose qui va en dehors de cela, puisque le gouverneur de province a aussi dit qu'il était prêt à venir parler dès lors que le bureau va se réunir. C'est ce que nous avons fait. Donc la population du Congo central doit savoir que l'Assemblée provinciale est là, le gouverneur est là par rapport à la cohésion sociale. S'il y a quoi que ce soit, nous allons débattre démocratiquement. La population du Congo central, c'est une population politique. Dès lors qu'il y a une virgule qui ne va pas, dès lors qu'il y a une surchauffe quelque part, c'est normal que ça puisse faire le bruit. Mais en soi, il n'y a aucun problème, c'est juste le gouverneur fait son travail de l'exécutif, l'Assemblée provinciale fait son travail de législateur.